Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est François-Xavier Bellamy, député européen et vice-président des Républicains. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous quittez demain la Calédonie après une visite de 5 jours. C'était votre premier déplacement sur le territoire et vous nous direz ce que vous en retenez, ce que vous avez découvert, ce qui vous a marqué, mais aussi bien sûr comment vous voyez son avenir et la façon dont vous et votre parti, les Républicains, pouvez participer à la construction de cet avenir. Mais François-Xavier Bellamy, avant de parler de votre voyage lui-même, les Calédoniens ne vous connaissent pas très bien. Si vous deviez vous présenter à eux, que diriez-vous? Et moi, j'ai déjà une première question vous concernant. Vous êtes agrégé de philosophie, vous êtes professeur. Comment est-ce qu'on passe de la philosophie à la politique? Est-ce que c'est pas un peu antinomique? Non, je ne crois pas. D'abord, merci pour votre invitation. C'est vraiment une grande joie de pouvoir échanger avec vous et avec les Calédoniens. Je suis professeur de philosophie. Si je devais me présenter, c'est d'abord cela qui a compté dans mon parcours. Et je suis rentré en politique parce que je crois que notre pays vit une crise profonde qui est d'abord une crise de la transmission, une crise de ce qui nous relie, de ce qui nous unit. Et peut-être finalement c'est aujourd'hui au cœur de la politique une question philosophique qui se présente. Je crois que les Calédoniens le comprendront très bien. Ici, nous sommes dans une terre de coutumes, dans une terre de transmission, dans une terre où l'histoire est partout présente. Et on ne peut pas construire l'avenir si on ne sait pas d'abord reconnaître cette histoire, si on ne sait pas la transmettre. Peut-être c'est aussi comme professeur de ce point de vue-là, pour transmettre, que je me suis engagé en politique et que je suis venu ici en Calédonie pour écouter ce que les Calédoniens ont à dire de cette terre et de son avenir. Alors vous vous intéressez depuis un certain temps quand même à la Nouvelle-Calédonie, mais c'est votre premier déplacement sur le territoire. Vos premières impressions, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez découvert que vous ne saviez pas avant de venir? Voilà, beaucoup de choses. Ça fait très longtemps que je voulais venir en Nouvelle-Calédonie. Depuis le début du mandat, c'était vraiment une priorité. Votre premier mandat de 2019, votre premier mandat de député européen en 2019. Exactement. Parce que de fait se joue ici en Nouvelle-Calédonie, bien sûr, un moment qui est absolument essentiel pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi pour l'avenir de notre pays, de l'Europe, dans cette région du Pacifique qui est essentielle pour le monde de demain. Et je n'ai pas pu venir plus tôt parce que toutes les contraintes du mandat, mais aussi et surtout la période marquée par le Covid, ont fait que le déplacement était impossible. Mais dès que je l'ai pu, j'ai tout fait pour organiser cette visite ici. Je suis très heureux d'avoir pu venir parce que je crois qu'on ne comprend un lieu et ceux qui y vivent que quand on va à leur rencontre. Particulièrement ici, ce n'est que quand on met le pied sur la terre de la Calédonie que l'on peut réellement comprendre et faire face aux défis que la Calédonie va rencontrer dans l'avenir. Mais vous savez que dans votre génération et même dans celle qui vous a précédé, l'outre-mer n'est plus vraiment un sujet que les responsables politiques connaissent ou apprécient. Vous, qu'est-ce qui vous intéresse dans la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que c'est son histoire? Est-ce que c'est son avenir? Est-ce que c'est la diversité qui existe ici? Est-ce que c'est le processus institutionnel hors norme? Quel est l'aspect qui vous intéresse le plus? Tout, parce que d'une certaine manière, je crois que la Calédonie, elle vit aujourd'hui, et peut-être c'est une manière de reconnaître à quel point elle est liée à la France de façon essentielle, mais elle vit tout ce que vit la France. Et toujours, l'insularité rend les questions les plus ordinaires, plus visibles, plus perceptibles, parfois aussi plus difficiles. Mais je pense par exemple à ce matin même, pour parler de choses très concrètes, ce matin j'ai eu la grande chance de pouvoir rencontrer des éleveurs, des agriculteurs sur la propriété de la famille Tual à Boulou-Paris, de parler avec le président de la Chambre d'agriculture et de pêche. Et au fond, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la Calédonie aujourd'hui, eh bien, elle ne produit pas l'alimentation dont elle a besoin, elle est dépendante des importations, et cette dépendance-là fait que pour les Calédoniens, l'alimentation est chère, qu'elle est parfois difficile à financer, et puis évidemment dans une période de crise comme celle qu'on a traversée, que la sécurité alimentaire n'est pas forcément assurée. Eh bien ça, c'est au fond ce qui arrive à la France, de manière plus générale. La France aujourd'hui, moi je me bats tous les jours au Parlement européen pour défendre l'agriculture, parce que la France, elle est en train de devenir dépendante pour son alimentation de ses importations agricoles. Évidemment, on le voit moins
parce que la métropole n'est pas une île. Et donc on se rend moins compte de ce que ça veut dire. Mais finalement, ce qui arrive à la Calédonie, c'est ce qui arrive à la France. On pourrait parler d'agriculture, on peut parler d'énergie, on peut parler d'industrie. J'ai été hier visiter les sites... Les mines et l'usine de nickel du Nord, ouais. Exactement. Mais au fond, on pourrait aussi parler de ce défi politique majeur qui est celui de réussir à reconstruire notre unité. Et ça, je crois, le rendez-vous essentiel que les Calédoniens doivent affronter. Comment réussir à redéfinir, à retrouver le sens de ce qui nous relie, ce sentiment d'appartenance. C'est toutes ces questions-là qui sont les questions calédoniennes essentielles, qui sont aussi les questions françaises et européennes. Alors beaucoup d'incertitudes, enfin des incertitudes sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que les Républicains, dont vous êtes le vice-président, hein, vice-président exécutif, est-ce que les Républicains ont vocation à participer à la recherche d'un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie et comment est-ce que vous avez appris des choses sur cet aspect statutaire lors de ce voyage? Bien sûr, notre formation politique jouera son rôle dans ce débat sur l'avenir institutionnel. Elle a été au cœur du travail effectué au cours des dernières années pour que la France et la Nouvelle-Calédonie écrivent cette histoire commune. Et aujourd'hui, nous sommes devant un moment décisif. Je crois que les Calédoniens sont fatigués de l'incertitude dans laquelle ils vivent depuis des années, fatigués de toutes ces divisions, de ces débats qui les empêchent de se concentrer sur les vrais problèmes, les problèmes du quotidien, les problèmes de la vie ordinaire des Calédoniens. Il est temps maintenant de fixer enfin un cadre clair, un cadre qui soit stable et qui permette aux Calédoniens de retrouver confiance en l'avenir et de se retrouver eux-mêmes. Il ne s'agit pas de définir les gagnants et les perdants, il s'agit au contraire de reconstituer l'unité de la Calédonie, son unité avec la France. Pour ma part, j'en suis convaincu. Et cette unité, elle permettra aussi à tous les Calédoniens de pouvoir investir dans leur avenir, de pouvoir assurer aussi aux générations qui viennent la transmission de cette terre, la transmission de son histoire, de sa mémoire, aussi de ce potentiel extraordinaire qui ne demande qu'à être développé. Et donc notre famille politique, elle jouera son rôle là-dedans. Et je pense notamment au rendez-vous constitutionnel qui nous attend, parce que nous sortons d'une période, celle des accords de Matignon, des accords de Nouméa, nous sortons d'un cycle avec les référendums qui ont eu lieu. Ce cycle aujourd'hui, eh bien, il implique maintenant que nous soyons capables d'écrire ensemble l'avenir. Les Calédoniens ont pu s'exprimer, les référendums ont été, et je le dis de manière très claire, et cela aujourd'hui est reconnu par toutes les organisations internationales. Ces référendums, ils ont été l'occasion pour les habitants de Nouvelle-Calédonie d'exprimer leur volonté pour l'avenir. Il faut en prendre acte. Il faut le prendre au sérieux, il faut respecter cette expression et il faut maintenant, évidemment, qu'une nouvelle page constitutionnelle à laquelle nous participerons permette de se projeter dans l'avenir. Vous avez rencontré au tout début de ce déplacement le président du Congrès, Rocco Hamilton, figure indépendantiste, chef de la délégation pour les discussions avec l'État. Les indépendantistes continuent à contester le résultat du troisième référendum. Ça vous paraît un élément de nature à empêcher ou à retarder la recherche d'une solution ou est-ce que vous avez pu en discuter avec eux, leur expliquer ou essayer de les convaincre? Bien sûr, on en a parlé avec Rocco Hamilton de manière très, très ouverte et très paisible. Moi, je respecte en particulier ce que disait Rocco Hamilton de ce moment si singulier qu'a été l'épidémie de Covid et ses conséquences. Et d'ailleurs, j'ai dit à Rocco Hamilton qu'il me semble qu'en métropole aussi, malheureusement, cette épidémie a laissé des blessures qui ne sont pas aujourd'hui réellement respectées. Je pense notamment au fait que pendant cette période de Covid, beaucoup de gens sont morts seuls, beaucoup de gens ont été coupés de leur famille, beaucoup de familles n'ont pas pu enterrer leurs morts. Et ça me paraît être une blessure grave et sur laquelle il faudra mettre des mots. Mais enfin, encore une fois, je le redis, sur ce qui concerne le référendum à proprement parler, je ne suis pas seul à le dire. Je crois que tout récemment, la Fédération des îles du Pacifique a émis une déclaration très claire sur ce sujet à la demande des indépendantistes eux-mêmes pour répondre à leur requête en reconnaissant que ce référendum, eh bien, il a été observé par toutes les institutions internationales, il a été observé par tous ceux qui s'inquiètent de la sécurité démocratique de ce processus et il est reconnu comme ayant eu lieu, comme ayant été légitime. Par ailleurs, ce n'était pas le seul référendum, il y a eu 3 référendums. Donc maintenant, encore une fois, on ne peut pas demander indéfiniment aux gens leur avis jusqu'à ce qu'ils disent que vous avez envie d'entendre d'eux. Moi, je crois au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et j'y crois profondément.
Mais le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne peut pas vouloir dire seulement une seule réponse possible quand une question est posée. Si les habitants de Nouvelle-Calédonie ont dit et répété leur souhait de rester liés à la France, alors il faut respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il faut respecter leur expression démocratique. Et donc maintenant, il faut se tourner vers l'avenir. Et vous disiez, est-ce que ça va encore retarder la résolution de cette discussion ? Eh bien, je crois qu'il y a un agenda qui maintenant est très clair. Cet agenda, c'est notamment celui des élections provinciales qui va avoir lieu en 2024. On ne peut pas affronter ces élections provinciales sans tirer les enseignements de ces référendums. Et on ne peut pas aborder ces élections provinciales, je le dis de manière très franche, et je l'ai dit aussi à Rocco-Amitan, avec un corps électoral qui resterait gelé, avec des gens qui vivent en Calédonie, qui travaillent, qui contribuent à la vie de ce territoire, qui payent leurs impôts à la collectivité, aux collectivités de Nouvelle-Calédonie et qui ne pourraient pas voter. Ça n'existe dans aucune démocratie au monde. Et donc il faut qu'on rouvre ce débat de manière maintenant très sereine, mais aussi très efficace. Alors le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a dit qu'il ne convoquerait pas les élections de mai 2024, les prochaines provinciales, sur un corps électoral en l'état, un corps électoral gelé. L'une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'il y aurait une majorité au niveau national pour faire voter cette modification? Est-ce que les Républicains soutiendront une réforme constitutionnelle pour dégeler le corps électoral si jamais le chef de l'État réunit un congrès à Versailles pour apporter cette modification? Il y a évidemment devant nous un processus fondamental qui va s'engager. Ce processus, je le redis, les Républicains y participeront de manière active. Reste à voir quelle sera la réforme qui sera proposée. Mais moi, je le dis de manière très claire, oui, les Républicains sont prêts à soutenir, dans l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie, dans l'intérêt de notre unité nationale aussi, parce que c'est un sujet qui n'engage pas seulement la Nouvelle-Calédonie, qui engage aussi toute la France. Et tous les Français doivent se sentir concernés par ce qui se passe ici en Nouvelle-Calédonie. Les Républicains soutiendront une réforme constitutionnelle qui permette à la Nouvelle-Calédonie de se projeter dans l'avenir, et notamment, encore une fois, à la veille de ces élections provinciales qui permettront aux Calédoniens de participer à ces élections provinciales. Encore une fois, je le redis, il ne peut pas, et ça n'est pas seulement le gouvernement qui le dit, c'est finalement la sécurité juridique des élections qui vont se dérouler qui est en jeu. Il n'est pas possible de rester dans cet état d'exception qui fait que des citoyens qui vivent dans ce territoire, qui contribuent à sa vitalité, qui y payent leurs impôts, ne puissent pas participer à des élections. Ça n'existe dans aucune démocratie au monde. Et ce qui a été d'une certaine manière compréhensible dans le cadre du processus engagé par les accords de Nouméa, les accords de Matignon. Maintenant que ce processus a eu lieu, il est temps de le débloquer. Alors vous qui vous intéressez à la Calédonie, vous savez que ici c'est souvent, pour les accords en tout cas qui ont été conclus en 88, en 98, c'est souvent la recherche du compromis et du consensus qui est mise en avant. C'est ce qu'on appelle une méthode à l'océanienne. Est-ce que ça vous semble adapté? Est-ce que vous pensez que c'est sur cette base qu'un nouvel accord va devoir être trouvé? C'est un peu différent peut-être de la logique cartésienne occidentale, mais c'est un système qui a fait ses preuves ici. Vous y croyez? La méthode océanienne ressemble beaucoup à la méthode européenne, vous savez, parce qu'au Parlement européen, on fonctionne nous aussi toujours dans la recherche d'un compromis. Quand vous avez 27 États membres qui doivent trouver des accords sur des sujets aussi compliqués que l'énergie, l'agriculture, l'environnement, eh bien, il faut réussir à trouver des solutions communes. Et au fond, je crois que c'est de cet effort-là qu'il s'agit ici aussi en Nouvelle-Calédonie. Je voudrais simplement dire une chose, c'est que pour qu'il y ait un compromis, il faut que toutes les parties soient volontaires pour avancer vers une solution. Et aujourd'hui, encore une fois, le vrai sujet, c'est qui veut vraiment dialoguer. Je crois qu'on ne peut pas rester plus longtemps dans une situation où certains partis dans la discussion refusent de parler aux autres, où certains ne veulent d'échanges que bilatéraux. Si les indépendantistes ne veulent parler qu'avec l'État, comme si au fond il n'y avait pas aussi des citoyens qui vivent en Nouvelle-Calédonie, qui ont quelque chose à dire sur l'avenir de ce territoire, ça ne peut pas ouvrir la voie à la recherche d'un véritable compromis. Et tout le monde doit prendre cela très au sérieux, parce que si un compromis n'est pas trouvé, encore une fois, eh bien c'est malheureusement la confrontation qui continue. Et cette confrontation qui continue, moi je le redis, je n'ai vu en Nouvelle-Calédonie que des gens qui sont fatigués, lassés, des querelles incessantes qui empêchent
la politique calédonienne de se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel maintenant, c'est de parler du fond des sujets. Comment se fait-il aujourd'hui que vous avez les réserves de nickel que le monde entier nous envie et qu'on n'arrive pas à rendre l'exploitation du nickel rentable? Mais c'est une folie. Comment se fait-il que la Nouvelle-Calédonie ne puisse pas mieux produire l'alimentation dont les Calédoniens ont besoin? Comment répondre aux défis de la santé des Calédoniens, à la pénurie de médecins? Comment se préoccuper de la relance économique qui est nécessaire pour permettre d'offrir aux jeunes Calédoniens, j'ai eu l'occasion de visiter le GIEP il y a quelques jours, de leur offrir les formations, mais aussi les métiers qui leur donneront confiance en l'avenir. C'est toutes ces questions-là dont il faut s'occuper. Et les questions institutionnelles sont trop importantes ici, sont trop prégnantes, c'est elles qui bloquent un petit peu à votre avis, la recherche de solutions dans tous ces autres domaines? Mais non seulement elle bloque, mais pardon, je voudrais revenir sur un sujet très concret. Prenons l'éducation. C'est quand même la question majeure. Se préoccuper de l'avenir, je le dis comme professeur autant que comme politique, se préoccuper des jeunes générations. Si on croit à la transmission, si on croit à la force de la coutume, si on croit à la nécessité de la transmettre aux jeunes générations, c'est bien pour que l'avenir soit possible. Aujourd'hui, le débat éducatif est pris en otage par ce débat institutionnel. Et on a aujourd'hui un acteur essentiel de l'éducation sur ce territoire que personne ne remet en cause, qui est l'enseignement catholique, et qui se trouve privé de financement à cause de la brouille qui existe entre les collectivités, notamment avec en toile de fond ce débat sur l'avenir institutionnel. Mais c'est impossible. Et je crois que la province sud a eu raison de montrer l'exemple en disant qu'il était temps de faire le premier pas. Justement, si on veut trouver un compromis, on ne peut pas toujours attendre que ce soit les autres qui bougent d'abord. Il faut absolument qu'on donne à la jeunesse calédonienne les moyens de se former, les moyens d'une éducation qui lui donne confiance en l'avenir. Et aujourd'hui, c'est ceux qui sont chargés de l'éduquer qui sont privés de la capacité d'agir pour pouvoir y parvenir. C'est impossible de continuer comme ça. Et je crois qu'encore une fois, les Calédoniens sont fatigués d'être toujours, d'une certaine manière, otages ou de voir les sujets les plus importants pour leur vie quotidienne et leur avenir pris en otage de ce débat sur l'avenir institutionnel. Il faut absolument qu'il soit, ce débat-là, tranché, c'est certain, qu'il soit l'occasion d'un dialogue, d'un compromis, et que ce compromis, enfin trouvé, permette de se concentrer aussi sur les problèmes les plus importants. Qu'est-ce que vous pensez de la méthode de l'État? Il a raison de vouloir, Gérald Darmanin doit arriver début juin en Nouvelle-Calédonie, d'essayer de mettre tout le monde autour de la table pour essayer justement que les gens se parlent et débloquer un peu cette situation. C'est la bonne méthode selon vous? Oui, je crois que c'est la bonne méthode. Et l'autre aspect de cette méthode qui me semble très importante, c'est de donner aussi une date. Encore une fois, les élections provinciales qui vont venir, elles fixent aussi un horizon. Parce que c'est très important que tout le monde soit autour de la table. J'espère que tout le monde y viendra. Et je pense notamment à ceux qui, par exemple, parmi les indépendantistes aujourd'hui, ne semblent pas vouloir dialoguer. Quand je pense que le ministre de l'Intérieur lui-même, par exemple, n'a pas pu être reçu par le président du gouvernement, je vois qu'il y a aussi une difficulté dans Ils se sont vus depuis à Paris. Paradoxalement, c'est... Oui, mais c'est quand même très malheureux qu'aujourd'hui le dialogue soit à ce point difficile. Il faut bien sûr que ce dialogue ait lieu, mais il faut aussi qu'il ait un horizon de date, parce qu'on doit pouvoir arriver à un accord, il faut pouvoir avancer. Et cet horizon des élections provinciales, il dit le moment pour pouvoir trouver une solution qui permette effectivement que ces élections aient lieu et qu'elles soient l'occasion pour les citoyens de Nouvelle-Calédonie de contribuer au choix de leurs instances pour les années qui viendront. Alors, il y a les provinciales en mai 2024. Il y a un autre rendez-vous politique avant, ce sont les sénatoriales au mois de septembre, le 24 septembre. Vous êtes aussi venu apporter votre soutien à Pierre Frogier. C'est le candidat naturel de votre famille politique pour ces sénatoriales en Calédonie? Oui, Pierre Frogier est d'abord, avant d'être un candidat, il est un sénateur, et un sénateur qui porte aujourd'hui à Paris la voix de la Nouvelle-Calédonie. Moi, je peux vous témoigner, comme je l'ai fait au cours d'une conférence de presse il y a quelques jours, je peux vous témoigner du fait que sa voix, que sa parole sont écoutées à Paris, au Sénat, mais au-delà du Sénat. Dans nos institutions, aujourd'hui, Pierre Frogier a une autorité, il a un rayonnement qui lui permettent de faire entendre les aspirations de la Nouvelle-Calédonie. Et dans ce moment si important de la définition d'une nouvelle promesse, d'un nouvel équilibre institutionnel pour l'avenir, dans ce moment si important, eh bien, nous aurons besoin de cette voix. Vous savez, ici en Nouvelle-Calédonie, on respecte la mémoire des anciens. Pierre Frogier, il a une longue expérience, il a participé directement
à ces étapes préalables du processus qui nous ont conduits jusqu'ici. Et aujourd'hui, je crois que cette mémoire, cette expérience, elles seront essentielles pour pouvoir faire en sorte que le territoire soit entendu, que les habitants de Nouvelle-Calédonie puissent avoir leur voix, leur mot à dire dans les étapes qui viendront. Alors vous en parliez il y a un instant, vous êtes rendu hier à la mine SLN à Népouy, vous avez visité l'usine KNS. L'industrie du nickel, vous le savez, à la fois elle est déterminante, à la fois elle rencontre d'énormes difficultés. Quelle solution pourrait permettre de redevenir compétitive? Est-ce que l'État, notamment, doit intervenir pour aider l'industrie métallurgique? Il l'a déjà fait, mais est-ce qu'il doit continuer pour essayer de sortir cette industrie de son marasme actuel? Bon, aujourd'hui, d'abord, disons les choses de manière très concrète. Ce qui se joue en Nouvelle-Calédonie est essentiel pour l'avenir du monde. Rien que cela. Parce que nous sommes en train de travailler, et je le vois tous les jours au Parlement européen, sur la manière de diminuer nos émissions de carbone, sur la manière de diminuer nos pollutions. Et la principale de nos pollutions, elle suppose effectivement de faire en sorte que nous puissions électrifier nos usages. On a voté au Parlement européen un texte qui dit qu'en Europe, en 2035, il y aura 100% de véhicules électriques qui seront vendus sur le marché. Moi, je n'ai pas voté en faveur parce que je pense que ça pose beaucoup de problèmes, y compris environnementaux, mais c'est quand même la direction vers laquelle on va. Peut-être que 100% c'était trop, peut-être qu'on n'y arrivera pas d'ailleurs, mais en tous les cas, massivement, on le voit bien, on va vers l'électrification des usages et pour le coup, c'est une très bonne chose. Or, si on veut électrifier, eh bien, il faut des batteries. Et si on veut des batteries, il faut du nickel. Et donc, ce qui se joue ici en Nouvelle-Calédonie, eh bien, c'est tout simplement l'avenir de notre environnement, de notre planète. Et puis, c'est l'avenir de l'industrie européenne. C'est la capacité que nous aurons en France, dans nos pays européens, de produire ce dont nous avons besoin pour nos usages du quotidien. Et donc, le nickel de Nouvelle-Calédonie, c'est un enjeu stratégique, absolument stratégique. Et aujourd'hui, je suis frappé de voir à quel point, alors que le monde entier a besoin de nickel, à quel point la filière nickel en Nouvelle-Calédonie est devant des difficultés majeures. Ces difficultés, elles sont de plusieurs sortes. Il y a l'explosion des prix de l'énergie, bien sûr, qui a représenté des coûts énormes pour les entreprises, mais il y a aussi, bien sûr, un vrai travail stratégique à faire pour pouvoir accompagner cette filière et lui permettre de se projeter dans l'avenir. Nous travaillons au Parlement européen. Je suis dans la commission qui travaille sur l'industrie, sur un texte fondamental qui porte sur les matières premières critiques. Et je rentrerai demain à Strasbourg, à Bruxelles, avec les idées plus structurées encore pour continuer de défendre, comme je l'ai fait au cours des dernières semaines, la filière nickel au cœur de cette priorisation des matières premières stratégiques pour que l'État, mais aussi l'Union européenne, puissent jouer leur rôle dans le développement de la filière. L'Europe peut jouer un rôle pour défendre, pour aider le nickel calédonien. L'autre soir, mercredi soir à l'UNC, vous avez parlé de la Calédonie et l'Europe. Elles sont quand même très éloignées. Quel lien est-ce qu'elles peuvent avoir? Qu'est-ce qui les réunit? Est-ce qu'elles ont un avenir commun, la Calédonie et l'Europe? Oui, bien sûr. Et justement, prenez cet exemple du nickel. On pourrait citer beaucoup d'autres exemples, mais sur le cas du nickel, demain, qu'est-ce qui nous menace? Soyons très concrets. Ce qui nous guette, c'est le fait qu'on pourrait se trouver dans une situation où on exporte en dehors de Calédonie le minerai sans l'avoir nous-mêmes traité, sans qu'il ait été traité en Nouvelle-Calédonie. Ce qui voudrait dire perdre du savoir-faire, perdre de la technicité, et puis demain être dépendant de nos importations de nickel raffiné, par exemple depuis l'Indonésie. Si on devient dépendant, mais qu'est-ce qui se passera en cas de crise mondiale, crise sanitaire comme on l'a vécu, crise alimentaire, crise sécuritaire, si on ne peut plus importer le nickel dont on a besoin? Eh bien, c'est de ça que l'Europe tout entière doit se préoccuper. La Calédonie, c'est 20% des réserves mondiales de nickel, mais c'est aussi les réserves les plus importantes sur lesquelles l'Europe puisse compter, des réserves européennes ici, dans le Pacifique. Et je ne dis pas ça pour expliquer que l'Europe devrait se servir de la Calédonie, mais pour expliquer que l'Europe doit prendre conscience de l'enjeu stratégique que représente cette présence européenne à travers la présence française dans le Pacifique ici. Et c'est un sujet parmi bien d'autres, mais il est fondamental que nous soyons capables de prioriser nos importations de nickel, faire en sorte qu'on ne dépende pas demain d'importations extérieures. Le point clé, c'est que aujourd'hui, il faut peut-être exporter du minerai pour pouvoir donner un peu de visibilité, de sécurité, de stabilité économique
aux usines et aux mines calédoniennes, mais qu'il faut réussir à avoir une vraie stratégie collective avec la Calédonie pour l'avenir. Et ça vaut pour l'industrie, mais ça vaudrait aussi pour beaucoup d'autres domaines. Pour l'agriculture, on en parlait ce matin avec le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, ça vaudrait aussi pour la pêche, donc aussi, mais aussi pour la formation des jeunes Calédoniens. Je pense par exemple à un programme comme Erasmus. Aujourd'hui, il est trop peu mobilisé, je l'ai dit à l'université il y a quelques jours, il est trop peu mobilisé au profit de la jeunesse calédonienne. Il doit pouvoir permettre aux jeunes Calédoniens de se former, de s'ouvrir à l'espace européen, de s'ouvrir au monde pour pouvoir revenir en Calédonie avec tous les atouts pour investir dans ce territoire. Puisqu'on parle de l'Europe, je ne résiste pas à la tentation de parler de ce qui s'est passé à Bruxelles le 9 mai. Vous avez fait sensation. Vous avez interpellé le chancelier allemand Olaf Scholz. Ça veut dire que les relations ne sont plus au beau fixe entre la France et l'Allemagne. On a l'habitude de parler du couple franco-allemand, d'une coopération. Ce sont un peu les piliers de l'Europe. À vous entendre l'autre jour et à voir la tête que faisait le chancelier allemand, ça allait pas fort. Hein. Non, mais je crois qu'il faut se dire les choses. Les Allemands sont évidemment des amis, des partenaires très importants. Mais quand on a des amis, vous savez, on leur parle franchement. Et donc j'ai essayé de dire franchement à nos amis allemands les divergences qui existent entre nous. Divergences dans laquelle la France a aussi sa responsabilité. Hein. Vous savez, les Allemands, ils ont certainement aussi beaucoup de choses parfois à nous reprocher. Et très justement, quand nous ne faisons pas ce qu'il faut pour réussir à retrouver notre place dans l'équilibre européen. Mais il me semble aujourd'hui que c'est vrai, malheureusement, la politique menée par la coalition actuellement au pouvoir en Allemagne, c'est une politique qui, bien souvent, dessert directement la capacité de notre pays de déployer ses atouts au service du continent. Je pense par exemple à la lutte très déterminée que les Allemands mènent contre l'énergie nucléaire. En tous les cas, la coalition allemande au pouvoir mène contre l'énergie nucléaire d'abord dans son propre pays. Vous savez, quand les Allemands ferment leur dernière centrale alors qu'on a des pénuries d'électricité, eh ben, ça fait monter les prix pour tout le monde, y compris pour nous. Et quand ils rouvrent des mines de charbon massives en Allemagne, ça contribue à la pollution dans tous nos pays. Et donc il y a un enjeu de solidarité aussi ici. Mais aussi quand les Allemands essayent d'empêcher notre propre pays d'investir dans son avenir énergétique. Donc on a des vrais sujets de divergence et il faut assumer, bien sûr, d'avoir des intérêts à défendre, le faire de manière paisible dans le cadre d'un dialogue. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on rompt le dialogue, mais le dialogue n'a lieu que si chacun dit franchement ce qu'il a sur le cœur et ce qu'il voudrait faire entendre dans le débat européen. Et votre intervention, effectivement, était franche. L'autre soir à l'UNC, vous avez également parlé de l'appartenance, et ça a été un message qui peut parler aux Calédoniens. Appartenance à la Calédonie, à la France, à l'Europe. Ils doivent conjuguer tout ça. J'ai essayé de développer cette question de l'appartenance qui me marque beaucoup parce que je crois que c'est au cœur des défis politiques que nous rencontrons. En France, vous savez, à l'échelle de la France tout entière, nous avons un sujet majeur qui est celui de reconstruire les conditions de notre unité. Qu'est-ce que ça veut dire être français? Et qu'est-ce que nous avons en commun, nous qui sommes français? Eh bien, cette question essentielle, aujourd'hui, elle est tout sauf une évidence. Et nous avons besoin de retrouver le sens de notre unité. On voit monter, y compris dans le débat politique, vous savez, une forme de violence, des logiques de confrontation, de violence verbale d'abord, mais qui peuvent devenir aussi l'expression d'une défiance qui peut nous conduire très loin si nous n'y prenons pas garde. Et donc il faut réussir à être aujourd'hui capable de répondre à cette question de notre lien, de notre appartenance à quelque chose qui nous dépasse et qui s'appelle la France et qui est ce que nous avons en commun et ce que nous avons à transmettre aux générations futures. Eh bien, c'est la même question aujourd'hui qui se pose, me semble-t-il, à la Calédonie. Qu'est-ce que nous avons en commun? Qu'est-ce qui nous relie, quelles que soient nos divergences? Il y a eu ici, bien sûr, sur cette terre, des affrontements d'une grande violence, des affrontements qui, il faut le reconnaître, ont été l'occasion de blessures très profondes. Comment réussir à construire ce lien commun, à reconstruire ce lien commun? Comment trouver dans notre histoire, j'en parlais avant-hier avec la maire de Nouméa, comment trouver dans notre histoire de quoi nous projeter dans l'avenir? Et au fond, il me semble que le débat sur l'indépendance ou sur la non-indépendance, il trouve aussi sa réponse dans cette question de l'appartenance. On demande parfois, je le vois aussi dans les discussions européennes, parfois on explique aux Français qu'il faut être européen, vous voyez. Il faut être européen, et donc pour être européen, il faut arrêter un peu de défendre votre intérêt national. Il faut arrêter de défendre votre souveraineté nationale. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je suis effectivement un citoyen français, et c'est parce que je suis français
que je suis héritier de la civilisation européenne. C'est parce que je suis français que je suis lié à ce débat européen qui aujourd'hui fait mon travail quotidien. C'est pas en renonçant à être français que je deviendrai plus européen. Ça n'aurait tout simplement aucun sens. Eh bien, c'est exactement la même chose aussi avec la Calédonie. Pour être français, on n'a pas besoin d'être moins calédonien. On n'a pas besoin de renoncer à son histoire, à sa mémoire. On n'a pas besoin de renoncer à ses coutumes pour être vraiment français. Au contraire, c'est ça qui est beau, c'est que l'appartenance, elle se construit justement à travers cette médiation, à travers cette transmission. Et c'est cette relation d'appartenance que nous devons reconstruire aujourd'hui de manière paisible, de manière respectueuse de l'histoire, respectueuse de la mémoire, mais aussi de manière positive pour pouvoir contribuer à l'avenir de ce territoire. François-Xavier Bellamy, malheureusement, nous arrivons bientôt au terme de cet entretien. Déjà, quel malheur. Vous repartez demain. Hein. Et alors, pour reprendre l'une de vos expressions que vous avez utilisées l'autre jour, c'est pas ici le bout du monde, c'est vous qui repartez au bout du monde. Vous avez dit ça pour faire plaisir aux Calédoniens ou vous le ressentez vraiment, ça traduit une réalité pour vous? Non, non, je le crois profondément. C'est une plaisanterie qu'on se fait souvent avec Pierre Frogier parce qu'on échange régulièrement à Paris. Vous l'avez dit, je m'intéresse depuis longtemps à la Nouvelle-Calédonie, à son histoire, à son destin. Et quand je parle avec Pierre, il me raconte souvent que ses collègues sénateurs, quand le travail se termine et qu'il faut rentrer chez soi, lui disent « tu retournes chez toi, tu retournes au bout du monde ». Mais en réalité, je crois que je suis venu du bout du monde. Pourquoi? Parce que l'avenir du monde, il se dessine ici, dans le Pacifique. On voit très bien, j'ai eu la chance de rencontrer hier l'état-major des forces françaises en Nouvelle-Calédonie. On voit à quel point les défis géopolitiques de demain, ils se trouvent dans cette région du monde. Ils se trouvent dans l'océan Pacifique. On parle aujourd'hui de la Chine, on parle de Taïwan, on parle bien sûr de cette rivalité inquiétante qui monte entre la Chine et les États-Unis. Et on a vu à quel point d'ailleurs, tout récemment encore avec la visite du président de la République, cet équilibre géopolitique fragile va décider de notre avenir. Si l'Europe veut prendre au sérieux son rôle dans cette histoire, il faut qu'elle puisse prendre conscience de l'importance absolument essentielle que la Nouvelle-Calédonie aura dans cette région du monde. Et je ne dis pas cela, encore une fois, pour considérer que la Nouvelle-Calédonie serait d'une certaine manière une sorte de point à utiliser pour les Européens, pour les Français dans l'océan Pacifique, mais que la Nouvelle-Calédonie doit être le centre de la stratégie Indo-Pacifique, de la stratégie française, de la stratégie de l'Europe dans cette région essentielle, et qu'il faut construire cette stratégie avec les Calédoniens. C'est vous qui savez ce qui se joue ici. C'est vous qui détectez aussi bien ce matin avec les agriculteurs calédoniens que les pêcheurs, par exemple. Les pêcheurs calédoniens sont les premiers à sentir ce qui est en train de se jouer entre les îles du Pacifique, avec la Chine, avec le Vietnam, avec la Corée. Tout ce qui se prépare, tout ce qui se dessine, c'est vous qui le percevez, c'est vous qui êtes les mieux à même de construire avec la France la stratégie dont nous avons besoin pour pouvoir contribuer à l'équilibre du monde qui vient à partir de cette si belle, de ce territoire si beau et en même temps si décisif. Vous avez mis longtemps à venir, vous allez revenir maintenant? Mais bien sûr, évidemment. Et vous continuerez à suivre depuis Paris, depuis Bruxelles, depuis Strasbourg? Et je suis venu le dire, d'ailleurs, j'ai rencontré ce matin les élus de Boulou Paris, je suis venu dire aussi aux Calédoniens que j'espère pouvoir être leur voix. Je sais que je succède d'une certaine manière à Maurice Ponga, qui a été dans notre famille politique un député calédonien extraordinaire pour représenter ce territoire. J'espère pouvoir être la voix des Calédoniens dans les débats qui se dessinent aussi au Parlement européen, et nous resterons en lien quoi qu'il arrive. Ce voyage, c'était d'abord le moment d'une première rencontre, mais qui se continuera bien sûr. François-Xavier Bellamy, député européen, vice-président des Républicains, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous.